Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Coquille, je suis chercheur à l'UMR Territoire et je m'intéresse aux transformations du travail en agriculture et aux dynamiques développementales des agriculteurs, agricultrices et celles et ceux qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Pince-moi, qui est un projet qui était soutenu par la Fondation de France et qui visait à penser l'impensable pour se prémunir et sortir des difficultés en agriculture. Et donc, ce travail a été réalisé et la présentation, a été préparée en collaboration avec mes collègues de Solidarité Paysans en Auvergne, Solidarité Paysans de la Loire, ADR de la Loire, FR-CIVAM Auvergne, et puis des collègues de VETA AgroSup et également du SMAT des Combrailles, puisque c'est tous les partenaires qui étaient associés à ce projet. Si on passe à la diapo suivante, en fait, de quoi s'agit-il? On peut encore passer même à la diapo suivante, excusez-moi. Voilà. Alors, dans Pince-moi, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet qu'on a mené entre 2021 et 2024. C'est un projet de recherche-action avec les différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure et qui visait à se centrer sur et à réfléchir à partir des agriculteurs et agricultrices qui vivent des difficultés dans leur travail. Donc ce sont tous des agriculteurs et des agricultrices qui étaient accompagnés à ce moment-là par Solidarité Paysans en Auvergne ou Solidarité Paysans dans le 42 et avec lesquels on a voulu réaliser un travail assez particulier. Alors dans ce projet, on avait deux actions très distinctes. Une action qui visait à essayer de proposer un accompagnement de collectifs de pairs chez les agriculteurs en difficulté, à destination des agriculteurs en difficulté. Ce sera l'objet de toute la première partie de ma présentation. Et une deuxième action qui visait à s'intéresser à quelque chose dont on entend souvent parler sous l'angle des sentinelles, et que là on a voulu essayer de travailler un petit peu différemment à travers la détection précoce des difficultés chez les agriculteurs dans les territoires. Donc ça, j'en parlerai dans un deuxième temps. Donc si on poursuit, diapo suivante, et encore après. Donc là, on va s'intéresser à l'action sur l'accompagnement des collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices en difficulté. Alors pourquoi est-ce qu'on a envisagé cette action de recherche-action avec les collègues de Solidarité Paysans et avec les collègues de l'ADR et des CIVAM? Tout d'abord, en fait, ce dont on s'est rendu compte et les constats qui étaient partagés, c'est que les personnes qui sont accompagnées et qui, par Solidarité Paysans et qui expriment un malaise et qui expriment une demande d'aide auprès de ces structures-là, sont souvent des personnes qui sont confrontées à l'isolement social et professionnel. Cet isolement-là, il est connu comme un facteur aggravant dans leurs difficultés. Alors cet isolement, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement seuls, mais en tout cas, en fait, ils se sentent suffisamment isolés et esseulés dans la façon dont ils vivent leur métier et la façon dont ils vivent leur vie au quotidien pour se sentir à l'écart du reste de la profession ou voire même du reste de la société. Un deuxième élément, c'est que en fait, dans le projet Pince-moi, on s'est mis d'accord sur l'idée que ça allait être un projet d'expérimentation sociale, à travers la constitution de groupes d'agriculteurs et d'agricultrices comme un mode d'accompagnement supplémentaire pour tenter de dépasser les problèmes rencontrés. Puisqu'en fait, jusqu'alors, ces agriculteurs et agricultrices étaient toutes et tous accompagnés par un binôme accompagnateur de Solidarité Paysans suite à une demande d'aide qu'ils avaient exprimée auprès de cette association. Donc Solidarité Paysans les accompagnait par un binôme souvent bénévole et accompagnateur salarié ou bien un binôme de bénévoles. Si on passe à la diapositive suivante. Alors comment est-ce qu'on a décidé de travailler? Eh bien en fait, l'idée pour Solidarité Paysans, c'était de se dire en fait cet accompagnement collectif c'est une compétence que l'on n'a pas forcément et donc l'idée ça a été de travailler avec des associations qui font de l'accompagnement collectif leur cœur de métier. Et donc c'est pour la partie Auvergne, c'est le FR-CIVAM qui est venu en appui et en discussion. Et pour la Loire, c'est l'ADR 42. Donc puisqu'en fait, ce sont des associations pour lesquelles l'accompagnement collectif est le cœur de leur métier. On peut poursuivre. Donc en fait, une des grandes questions qui a été au cœur du débat dans les associations au départ, c'est finalement comment est-ce qu'on constitue les groupes? Et donc là, en fait, il y a eu énormément de discussions, il y avait énormément de craintes sur la façon de regrouper des agriculteurs qui jusqu'alors ne se connaissaient pas, qui étaient sur des territoires, qui avaient des productions d'ordre variés et qui étaient assez isolés et qui du coup n'étaient pas vraiment en confiance pour pouvoir sortir de chez eux et aller vers d'autres. Et donc, ce qui a été fait, c'est que la Solidarité Paysans a beaucoup mobilisé les agriculteurs, les bénévoles
accompagnateurs pour aussi faire les propositions à des agriculteurs qui ont été un petit peu ciblés afin de pouvoir les inviter à participer à ces groupes-là. Donc des propositions ont été faites à des personnes qui étaient suivies en individuel par Solidarité Paysan. Ce sont essentiellement les personnes auxquelles ça a été proposé sont souvent des personnes qui étaient accompagnées. Alors on ne peut pas dire qu'il y avait forcément qu'ils étaient accompagnés depuis une temporalité longue, hein. Certains étaient jeunes accompagnés aussi, mais les personnes se disaient que les bénévoles et les salariés qui les accompagnaient voyaient bien qu'il y avait un intérêt à ce qu'ils viennent en collectif et qu'il y avait aussi et pour partager un petit peu leurs difficultés. Alors ça, c'était au tout départ, hein. Après, finalement, les critères ont un peu évolué pour eux. Donc toutes les personnes qui ont été invitées, c'était des agriculteurs et des agricultrices et ils avaient tous fait une demande d'aide face à des difficultés rencontrées sur leur ferme auprès de Solidarité Paysan, soit en Auvergne, soit de la Loire. Et donc, par contre, ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble chaque groupe en fait avait une dynamique qui était autonome puisqu'ils étaient tous accompagnés, ils étaient tous animés par un collectif un peu différent. Alors ce collectif ce collectif d'animation, c'était un collectif avec toujours des salariés de Solidarité Paysan et soit de la FRCIVAM, soit de la DEAR. Et puis il y avait également des accompagnateurs bénévoles de Solidarité Paysan qui étaient impliqués dans l'animation de ces groupes. Et les groupes, ils ont tous été finalement définis selon des logiques géographiques, pour des raisons logistiques notamment, pour que les gens puissent se retrouver sur une journée en partant le matin après avoir fait leur boulot d'élevage et en revenant le soir pour pouvoir faire leur travail d'élevage, qui implique des distances qui ne soient pas trop élevées. Et par contre, on a quand même deux groupes qui ont un petit peu eu des logiques un peu différentes. C'est qu'il y a deux groupes qui visaient une homogénéité de production, puisqu'il n'y avait que des éleveurs bovins allaitants là-dedans. Et ils avaient tous un thème commun, c'est-à-dire qu'ils étaient tous en cours de mise en place d'une procédure de redressement judiciaire. Donc ça, c'était un groupe qui avait vraiment qui était très spécifique. Et un autre groupe, lui, a été constitué moins sur une logique géographique et plus sur une logique de non-mixité de genre pour faire un groupe d'agricultrices qui s'est d'ailleurs rebaptisé le groupe Les Copines. Donc si on regarde sur le plan de la géographie, dans la diapo suivante, concrètement, les logiques géographiques, vous voyez, chaque type de point correspond à un groupe d'éleveurs et d'éleveuses ou d'agriculteurs ou agricultrices. Donc avec le groupe Les Copines qui a une très grosse répartition géographique, hein, puisque c'est sur une bonne partie du Puy-de-Dôme et sur le sud de l'Allier. Dans la Loire, en fait, deux groupes très géographiques avec le groupe Nord-Loire et Sud-Loire. Ensuite, il y avait un groupe livradois qui était dans le sud sud Puy-de-Dôme et nord de la Haute-Loire. Et puis dans l'Allier, deux types de groupes un peu différents avec le groupe allaitant des Combrailles en redressement judiciaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis un groupe d'éleveurs et d'éleveuses de l'Allier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et contre toute attente, par rapport aux préoccupations initiales dans les associations, dans ces groupes, il y avait, à part le groupe bovin allaitant des Combrailles, mais sinon tous les autres groupes, il y avait une très très grande diversité de production. L'élevage était assez présent quand même malgré tout, mais ça pouvait aller de l'élevage équin, l'élevage de chèvres, jusqu'à l'élevage de vaches laitières ou allaitantes. Donc il y avait une capacité à discuter quelles que soient les productions présentes dans ces groupes-là. Si je poursuis en passant à la diapo suivante, donc je vais donner un petit peu deux exemples de dynamiques de groupe qui ont été vécues dans ces groupes-là. Le groupe des Copines, c'est un groupe qui a eu une durée de vie, qui est toujours en action d'ailleurs, mais qui a émergé en 2022 à l'initiative des bénévoles et de salariés de Solidarité Paysan du Puy-de-Dôme, avec donc tout un travail qui a été réalisé sur l'interconnaissance entre les personnes, pour définir le groupe, ce qu'elles en attendent, les règles du groupe, avec des méthodes d'animation qui visaient l'expression, soit par différentes voies, mais notamment en mobilisant des voies un petit peu artistiques, un petit peu décalées, et pour que les personnes puissent parler de leur vécu. Il y a eu tout un travail sur le vécu en tant que paysanne.
afin qu'elle puisse aller un petit peu plus loin sur la façon dont elle vivait les choses, les tensions, mais aussi les sources de plaisir. Et ensuite, progressivement, le groupe a évolué pour se questionner sur comment adapter le travail pour le faire plus facilement, comment mettre en place des chantiers et des projets. Là, la volonté, ça a été progressivement que les femmes participantes au groupe prennent en charge des chantiers collectifs, des chantiers au sens des chantiers et des projets portés par ce collectif-là, et que ce soit un lieu dans lequel il se passe des choses et qu'elles soient à l'initiative de ces travaux-là. Donc il y a eu la mise en place de 4 initiatives portées par le groupe, travailler sur les clôtures, sur la soudure, sur la mécanique, sur un projet artistique. Donc avec des objets variés pour ce qui permettait d'attirer les différents types de préoccupations et de donner de la place aux différents types de préoccupations qui existaient dans ce groupe-là. Si on part maintenant sur le groupe suivant, c'est un deuxième exemple, je ne vais pas vous faire les 6, hein. C'est le groupe des éleveurs et des éleveuses de Sud-Loire. En fait, là, l'idée, ça a été d'échanger à partir et sur les fermes. Alors, en partant de problématiques techniques, parce qu'il y avait chez les animateurs et animatrices, il y avait l'idée, un prérequis qui consistait à dire que pour réussir à les intéresser, il allait falloir partir de la technique et pas partir pour les faire venir, parce que c'est une très grande préoccupation. Ça, sur comment est-ce qu'on fait venir les gens et comment est-ce qu'on maintient l'intérêt des gens pour les thèmes et puis pour le groupe, pour la vie du groupe. Donc, ils sont partis de préoccupations très techniques et progressivement, c'est allé vers des préoccupations qui s'intéressaient au travail et à l'engagement des personnes dans le travail, à l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, c'est un groupe qui a démarré en 2020, qui s'est parti sur des thématiques d'alimentation et de fourrage, puis ensuite sur le gain de temps et le confort du travail, sur la prise de recul, sur les modalités d'action pour être satisfait sur sa ferme et répondre aux contraintes des systèmes, et puis ensuite des préoccupations qui étaient plus qui était plus au carrefour entre le professionnel et le personnel, voire l'intime, et qui nécessitait de se questionner sur la façon dont on vivait le travail et ce qui était important pour eux, quelles étaient leurs insatisfactions, avec l'idée de retracer leur parcours et de voir comment ils pouvaient se projeter pour échapper à la pression, pour prendre du temps pour eux-mêmes et pour les autres. Donc si je poursuis, en fait, comme vous pouvez le voir, ce projet-là, il partait du coup de la dynamique de 6 groupes. 6 groupes qui étaient des expérimentations, qui visaient à voir un petit peu ce que pouvait produire finalement cet accompagnement collectif, en plus des accompagnements individuels qui étaient pensés par les équipes de solidarité paysan. Et par contre, en fait, les personnes qui animaient ces groupes, que ce soit des salariés ou des bénévoles de Solidarité Paysan, des FRCIVAM ou de la DEAR, eux étaient aussi en attente finalement de voir comment progresser dans l'animation de ces groupes et avaient envie de se donner des moments de réflexion sur comment faire évoluer leurs animations afin que ces groupes puissent progresser au service de plus d'autonomie pour les agriculteurs et les agricultrices qui y participent, et une évolution, une transformation chez eux pour un mieux-être dans leur travail. Donc en fait, comme on peut le voir ici, on a travaillé selon ce qu'on appelle la communauté de pratique, en essayant de maintenir les personnes qui animaient ces groupes-là dans une posture réflexive, afin de toujours être un peu dans une forme d'autocritique, de voir aussi quels étaient les éléments satisfaisants dans ces voilà. Et donc ce qui s'est passé par là, c'est que il y a eu 13 rencontres si on cumule les rencontres qui ont eu lieu pendant le projet des groupes d'agriculteurs, il y en a eu 73. Nous, en fait, en tant que chercheurs, on a analysé ce qui s'y passait. Ces groupes-là étaient enregistrés, donc on a analysé ce qui s'y passait, ce qui nous permettait d'avoir une analyse critique des modalités de l'accompagnement collectif, mais aussi de ce que ça générait chez les personnes accompagnées. On a également pu accompagner des groupes d'étudiants qui allaient rencontrer les agriculteurs qui étaient accompagnés, mais aussi les personnes qui les accompagnaient, afin de voir un petit peu quels étaient leurs ressentis a posteriori, un peu plus à froid, et dans d'autres cadres pour essayer d'alimenter justement la posture réflexive de ce que généraient ces accompagnements collectifs. Et donc on
on animait des journées réflexives, donc 13 journées réflexives entre chercheurs et les personnes impliquées dans l'accompagnement pour pouvoir analyser les dynamiques de groupe, analyser les apports que faisaient les différents types d'accompagnement, et puis mettre aussi en discussion et en travail la façon d'accompagner les projets futurs dans les 6 groupes d'agriculteurs et agricultrices qui étaient accompagnés. Donc voilà, ça c'était un petit peu une démarche du coup réflexive, chemin faisant, qui nous a permis progressivement de progresser ou de faire cheminer les modalités d'accompagnement collectif dans dans les 6 groupes qui étaient testés. Si on poursuit, en fait, à quoi est-ce qu'on aboutit? Finalement, ce qui a été vécu à travers ce test et la création, c'est tester et créer des méthodes pour fluidifier les échanges entre les agriculteurs et agricultrices qui étaient présents dans les groupes. Donc en fait, là, c'est les personnes, les animateurs qui ont animé ces 6 groupes-là, ils ont un certain nombre de choses qu'ils en ont retenues. Je vais vous les présenter maintenant. Tout d'abord, la mise en place d'un cadre d'animation qui soit sécurisant, en posant à chaque fois l'idée du non-jugement, de la confidentialité, le droit de se maintenir en retrait et de se taire, même lorsqu'on vous adresse une question, afin de pouvoir justement poser là où vous souhaitez placer la confiance dans le groupe et la confiance dans ce que vous avez envie de dire et de partager. Il y a aussi eu toute une réflexion sur se réunir dans des lieux adaptés. Alors qu'au départ, il était inenvisageable pour les animateurs et animatrices que les animations se passent sur les fermes, finalement, ça s'est systématisé, ce qui était en fait quelque chose de très important et intéressant pour les personnes accompagnées. Ça leur permettait de faire découvrir chez eux, mais ça permettait aussi de garder de l'attractivité et de l'intérêt pour les personnes, parce qu'en fait, le tour de ferme était devenu un peu un moment obligatoire et qui permettait aux personnes d'avoir envie de venir et de pouvoir partager un peu plus de ce qu'ils vivaient sur les lieux, etc. Il y a aussi une préoccupation très forte autour de se réunir sur des temps adaptés au travail de la ferme, avoir des horaires qui permettent de se réunir. Donc ça, c'était des horaires qui étaient plutôt de l'ordre 10h, 16h, des réunions courtes, mais avec l'idée de maintenir au milieu un repas pour avoir un temps de convivialité, pour avoir des échanges qui ne soient pas organisés et qui permettent aux personnes de plus partager de manière informelle. Et puis maintenir un groupe ouvert contre toute attente aussi, c'était en fait l'idée de se dire que il y avait toujours la volonté, à l'exception d'un groupe, mais malgré tout, ce groupe-là a aussi été ouvert à l'accueil de nouveaux agriculteurs. Chemin faisant, il y a de nouveaux agriculteurs en difficulté qui sont arrivés et qui ont été intégrés assez rapidement dans les différents groupes. La diapo suivante, toujours dans ce qu'en retiennent les animateurs et animatrices, c'est que il y a toujours l'obligation de rester très vigilant sur la participation et la facilité. La facilité de la participation, ça peut être aussi de voir en tant qu'animateur organiser les covoiturages. C'est aussi mobiliser le plus possible par exemple les bénévoles, afin que ces bénévoles puissent mobiliser les agriculteurs et agricultrices qu'ils accompagnent, et puis même leur proposer des covoiturages, etc. Donc c'est un engagement assez fort, il y a un engagement assez fort autour de s'assurer de la participation. Il y a aussi l'idée de renouveler les modalités d'échange entre les agriculteurs et les agricultrices des groupes. Et ce qui a été très très fort ici, c'est d'aller vers des modalités d'échange qui permettent de plus en plus d'accéder, de mettre en partage du professionnel, mais aussi du personnel, voire même parfois de l'intime, c'est-à-dire aller sur les situations réellement vécues par les agriculteurs et les agricultrices, parce qu'à travers ces situations vécues-là, finalement, c'est le travail réel qui apparaît. L'idée, c'est pas de vouloir rompre avec des formes de retenue des gens, mais c'est plutôt de vouloir donner de l'intérêt à ce qu'ils vivent réellement, parce que c'est à travers la réalité du vécu qu'on accède à l'activité réelle des gens, et notamment toutes les, comment dire, tous les compromis qu'il faut qu'ils réalisent entre leur travail et puis leur sphère professionnelle et privée, parce qu'en fait, c'est là en fait que c'est d'abord le travail réel, quoi. C'est pas pareil de parler de la ration de les vaches et des contraintes du champ de contraintes dans lequel on doit faire les distributions matin et soir, et la façon dont cette distribution, elle nous empêche ou nous met en tension vis-à-vis de la vie de famille, parce qu'en fait, finalement,
la façon dont les autres vont pouvoir discuter avec vous, eh ben, va aussi complètement évoluer si la considération de cette vie de famille entre complètement en compte, quoi. Et aussi, l'idée d'aller donc sur ces modalités d'échange, par exemple, il y a eu des échanges en binôme ou en trinôme avec des restitutions croisées où les personnes devaient restituer ce qu'ils avaient compris de la situation de l'autre, et ce qui a aussi amené les gens à changer complètement leur façon de questionner et aussi leur modalité d'écoute, parce que en fait, en vous souhaitant être le plus euh, précautionneux et le plus précautionneux possible avec ce qui a été apporté par les personnes qui étaient en vis-à-vis. Et, et le plus fidèle aussi, pardon. Dernier élément, c'est l'interconnaissance au service de la confiance dans le groupe et de la confiance en soi. Et ça, c'est un résultat, c'est la pierre angulaire des résultats, c'est le résultat principal et le plus important de toute cette dynamique de groupe. C'est que, en fait, se livrer, pouvoir parler du travail tel qu'on le vit, ça nécessite un niveau de confiance, et cette confiance, finalement, elle se construit très progressivement. Et ce qui a été noté, c'est que la confiance dans le groupe, elle a émergé assez progressivement, que en fait, cette confiance dans le groupe, elle est très facilitatrice pour l'intégration de nouveaux, parce qu'en fait, ce niveau de confiance se ressent assez vite, et du coup, les niveaux qui arrivent se mettent très vite à niveau en termes de confiance, on va dire, et que ça facilite l'idée d'une appartenance à un groupe, facilite aussi la reprise de la confiance en soi pour les personnes qui étaient arrivées là et qui n'étaient pas forcément très à l'aise au départ. Si je poursuis avec la diapo suivante, ce que ça a changé pour les structures associatives qui ont participé, c'est qu'ils se sont donné les moyens et des temps pour penser et construire leur mode d'action. Donc des moyens de penser à un accompagnement collectif, ce qui était nouveau pour certaines structures, moins nouveau pour d'autres. Et puis aussi les moyens d'avoir du temps, du temps financier notamment, pour un retour réflexif sur leur travail d'animation et de mobilisation grâce au groupe réflexif. Donc ce qui était quand même quelque chose de nouveau pour eux et qui était important dans leur façon de construire la modalité d'action. Si je passe à la diapo suivante, ce que ça a changé pour les agriculteurs et les agricultrices accompagnées, c'est la mise en place d'un espace d'écoute et d'échange. C'est l'idée de penser et de faire évoluer leur propre travail. C'est être reconnu comme un père. Certains disaient, dans le séminaire final, il y a eu des prises de parole très fortes dans ce sens-là. Et puis, il y a l'idée de s'investir aussi progressivement dans la vie du groupe. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai présenté le groupe des copines, le groupe femmes, avec l'idée de prendre en charge des chantiers. D'autres, en fait, se sont investis avec l'idée, par exemple, de prendre en charge les moments conviviaux, etc., de systématiser des moments conviviaux dans l'année afin de pouvoir plus se retrouver. Et d'autres se sont investis aussi en se retrouvant, en demandant et en impulsant des moments de réunion alors qu'ils n'étaient pas planifiés. Et puis, il y a l'idée de reprendre confiance en autrui et confiance en soi-même à travers ces échanges-là. Si je passe à la diapo suivante, en fait, le changement il y a également, on a pu aussi noter, à travers notamment le travail d'enquête des étudiants qui allaient chez les agriculteurs et agricultrices qui participaient à ces groupes, on a pu mettre en évidence aussi qu'il y avait quelques évolutions de pratiques et de façon de penser chez les agriculteurs et les agricultrices qui étaient impliqués. Sans rentrer dans le détail, en fait, dans les changements de pratique, il y a eu des changements autour de la technique, il y a eu des changements autour de la façon d'économiser du temps, s'autoriser à économiser du temps. Il y a eu du changement aussi, par exemple, autour de la mise en place de routines administratives, alors que jusqu'alors, certains d'entre eux avaient complètement abandonné ces pans-là. Et puis, des choses autour de la réduction des dépenses. Ces routines administratives, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir en fait de prendre conscience à travers les échanges que des routines administratives pouvaient se mettre en place sans forcément être dans un bureau et que en fait on pouvait aussi inscrire ces routines administratives. Certains inscrivaient ces routines administratives dans leur vie quotidienne et notamment dans leur vie de famille, et donc ça a permis de tester des choses pour d'autres. Si je continue sur les changements de pensée, on a parlé de la confiance en soi, se sentir moins seul, s'autoriser à prendre du temps et puis retrouver une forme de fierté vis-à-vis de son travail. Donc je poursuis, diapo suivante. Donc vous voyez sur la diapo suivante, vous voyez en fait des moments de réunion des groupes, soit dans des champs, dans des ateliers, mais aussi parfois dans des moments plus en salle avec des animations ad hoc. Et donc je poursuis encore. Ce qu'on en retient nous en tant que chercheurs. En fait, en tant que chercheur, donc, on a beaucoup travaillé, nous, notamment avec les CIVAM nationaux et différents groupes. On a beaucoup travaillé sur les modalités d'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices.
et notamment sur la façon dont leur travail se développait et c'était un changement de façon de faire et un changement de façon de penser qui était à l'œuvre dans les transformations du travail chez les agriculteurs et les agricultrices. Ce qu'on a trouvé intéressant ici, c'est qu'on a découvert un nouveau pan finalement de l'autonomie à travers ce travail avec les agriculteurs en difficulté. Donc, je vais commencer par, du coup, la droite de ce graphique, la transformation du travail des individus vers plus d'autonomie. Ce qui est aujourd'hui primordial lorsque l'on considère les agriculteurs en difficulté, c'est la question de la confiance. Le fait que la confiance soit complètement dégradée, la confiance en eux-mêmes et la confiance en autrui soit complètement dégradée, est quasiment une barrière qui est assez infranchissable pour pouvoir penser un renouvellement de leur façon de travailler par la suite sur leur ferme. Et donc, en fait, ce travail a mis en évidence, c'est que c'est le lien qui avait déjà été largement mis en évidence par un certain nombre de philosophes, tels que Winnicott et Erickson, le lien qui est très très fort entre l'altérité et la confiance, c'est-à-dire que, pour le dire simplement, la confiance en soi vient à travers le regard que les autres posent sur soi-même, sur nous-mêmes, et que du coup, cette confiance en soi se construit dans l'altérité. Et donc le groupe a eu cette force-là. Je pense que ça, c'est un résultat très saillant pour dire que le groupe a eu cette force-là de pouvoir reconstruire une forme d'altérité et de pouvoir reconstruire progressivement une confiance dans les personnes. Deuxième point de l'autonomie qui nous semblait hyper important et qu'on avait déjà vu quand on travaillait avec les groupes CIVAM, c'est l'autonomie politique. C'est un des fondements dans les systèmes économes et autonomes, avec l'autonomie d'action. Et en fait, cette autonomie politique qui est la capacité à constituer ses propres institutions, ses propres référentiels pour pouvoir travailler et en limitant ses dépendances, ou en choisissant ses dépendances, pardon. Et ben en fait, alors c'est très modeste, mais on commence à la voir apparaître à travers le fait que les agriculteurs et agricultrices commencent à prendre part à la constitution du groupe, à la construction du groupe, que ce soit à travers les modalités de moments conviviaux, mais aussi la prise en charge, par exemple chez les copines, de chantier. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se sent suffisamment légitime. Il y a la construction d'une légitimité qui est en cours et qui permet aux personnes de s'autoriser à prendre part à la construction du groupe. Troisième élément de l'autonomie qui nous semble très important pour être en capacité de dépasser ces façons de faire, de les critiquer et d'aller vers d'autres façons de faire, par exemple plus économes et plus autonomes, au service d'une plus grande durabilité et puis de l'agriculture développée, c'est le sens critique. Et là, pour le coup, pour l'instant, les groupes, au bout de 2 ans et demi de vie, n'étaient pas en capacité de développer un sens critique vis-à-vis, n'étaient pas toutes et toutes en capacité de développer un sens critique vis-à-vis de ce qui les entourait. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de sens critique et que le sens critique est une pierre angulaire de la transformation des façons de faire et de penser ? C'est que c'est l'idée de s'autoriser, ça vient d'Ivan Illich, c'est l'idée de s'autoriser une remise en cause des évidences qui empêchent les transformations. Dit autrement, lorsque l'on vit dans l'idée que si on ne met rien, on n'a rien, ou si on ne fait pas de volume, on ne peut pas vivre, si on ne produit pas un gros volume, on ne peut pas vivre, il va être très difficile avec ces a priori-là, ou ces principes de vie et d'action-là, ça va être très difficile de pouvoir remettre en cause des façons de faire et de penser. Et donc, il va falloir être en capacité de critiquer, d'apporter un sens critique vis-à-vis de s'autoriser à questionner ces grands principes pour être capable d'envisager, de découvrir un autre monde, un autre univers. Autre élément que ça nous a appris sur l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, c'est que il y a des expériences et des savoir-faire qui étaient assez inspirants pour s'adresser à l'ensemble de la profession agricole. Toutes les expériences qu'il y a eu sur la façon d'initier un groupe, mais aussi de la façon de maintenir la dynamique et la façon notamment d'être extrêmement tous les efforts qui sont faits autour du recrutement et du maintien des personnes au sein et de la motivation au sein du groupe sont des choses qui ont été capitalisées dans des livrables et qui nous semblent être assez intéressants. Parce qu'il nous semble que ce sont des problématiques qu'on ne retrouve pas uniquement avec les agriculteurs en difficulté non plus, quoi.
Donc sur les perspectives, en fait, une des idées, ça serait de pouvoir poursuivre ce travail. On espère pouvoir le poursuivre en axant un tout petit peu aussi des animations autour du sens critique, c'est-à-dire s'autoriser à se questionner et à proposer de déplacer les façons de voir et de penser et de voir comment est-ce que les gens sont en capacité de réagir à ces questionnements-là. Je vais passer à la seconde action, qui est penser la détection précoce. Donc diapositive suivante. Cette seconde action est une action qui a été également menée dans le cadre du projet de recherche-action Pince-moi. Et si je passe à la diapo suivante, c'est une action qui a été faite en partenariat avec Solidarité Paysans en Auvergne et le SMAT des Combrailles, qui est un syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, et qui est en charge de déployer et d'animer le réseau Agri-Sentinelle au sein du territoire des Combrailles. Pardon, donc je passe à la diapo suivante. Ici, la question qui nous a animés, elle était relativement simple. C'est en fait, c'est de dire, mais comment c'est un constat. C'est les agriculteurs qui nous appellent à l'aide. Lorsqu'ils nous appellent à l'aide, sont déjà très fortement en difficulté. C'est dommage qu'ils nous appellent pas plus tôt. Ça, c'était un premier constat qui était fait par les bénévoles et les salariés de Solidarité Paysans. Puis un deuxième constat qui nous a été proposé par un psychologue qui s'est beaucoup intéressé à l'aide et aux aidants, et aux aidés également, c'est qu'une demande à l'aide, ça ne s'improvise pas, une demande à l'aide, ça s'accompagne. Donc en fait, la question que ça nous a adressée, c'est finalement qui est-ce qui amène les agriculteurs à demander de l'aide finalement, quelle est la dynamique qui les amène, qui légitime chez eux une demande d'aide et surtout, quelles sont les personnes et les modalités d'action des personnes qui les entourent et qui font qu'ils arrivent à dépasser un certain nombre de tensions du quotidien. Alors, on a fait 3 terrains. Donc, un premier terrain où on s'est intéressé justement à quelles sont les difficultés du quotidien et comment est-ce que les agriculteurs les dépassent, en allant systématiquement chez tous les agriculteurs d'une commune, afin de dépasser les idées d'appartenance à des réseaux de modernité, des réseaux de développement, des productions. On s'est dit, on va aller chez l'ensemble des agriculteurs d'une commune, où il y a pas mal d'agriculteurs, donc dans la zone des Combrailles, qui est au nord-ouest de Clermont-Ferrand, à la limite de la Creuse. On a fait un atelier de réflexion sur sur l'aide précoce au sein de cette commune également, qui était un atelier du soir proposé à l'ensemble des citoyens présents sur la commune et aux agriculteurs. Et puis on s'est intéressé aussi à l'histoire de vie d'agriculteurs et d'agricultrices du Puy-de-Dôme qui ont déjà été accompagnés par Solidarité Paysans et qui avaient demandé à un moment donné de l'aide. Donc les questions que l'on a essayé d'adresser, c'est pour détecter plus précocement les difficultés des agriculteurs, c'est quelles sont les tensions qu'ils vivent au quotidien, qui les aide à les surmonter et comment ils les aident. Donc si on poursuit la diapo suivante, les tensions du quotidien, finalement, ce sont des petits tracas du quotidien qui, pris un à un, sont assez faciles à isoler, sont assez faciles à résoudre, mais qui finalement sont entremêlés et qui, par accumulation et entremêlement, peuvent devenir assez rapidement insurmontables et devenir une grande difficulté professionnelle. Par exemple, sur le plan personnel, c'est se fâcher avec un proche. Sur le plan intime, c'est douter de son implication dans la vie de famille, ce qui peut amener à se questionner aussi dans son travail. Sur le plan professionnel, par exemple, c'est avoir une panne de tracteur. Donc, pris un à un, tout ça, c'est assez facile à solutionner, mais leur entremêlement et le caractère systémique de ces problèmes-là peut amener des grandes difficultés. Si on poursuit, diapo suivante, ce qu'on a pu constater dans ce territoire des Combrailles, à partir des dires d'agriculteurs, c'est que finalement, les aides formelles, il est assez connu le réseau d'aide formelle, il est assez connu par les agriculteurs. Il y a le SMAD, la mairie, la mutualité sociale agricole, Solidarité Paysans, l'agence régionale de santé, les personnels de santé et de l'aide sociale locale. Et en fait, au-delà d'être connu par un certain nombre d'agriculteurs, en fait, ce que l'on voit, c'est que toute cette aide formelle, elle fonctionne en réseau et l'information passe assez bien entre les différentes personnes et les différentes structures de ce réseau. Par contre, du côté de l'aide informelle, en fait, on se rend compte que les personnes avec lesquelles les agriculteurs et les agricultrices discutent au quotidien, y compris de leurs petites tensions, que ce soit professionnelles et parfois personnelles, ce sont avec des techniciens, leurs conjoints, leurs associés, les amis hors agriculture, voisins, mais aussi avec des agriculteurs et voisins de parcelles, et puis avec des intervenants du quotidien tels que les chauffeurs laitiers lorsqu'ils ont l'occasion de les croiser.
Et donc en fait, les aides informelles de proximité sont extrêmement variables selon les agriculteurs et les agricultrices. Si on passe un petit peu plus loin, finalement, quelles sont les caractéristiques des personnes de l'entourage qui sont reconnues comme des aidants informels par rapport aux agriculteurs? Ce qui donne de la légitimité à l'aidant, selon l'aidé, c'est la présence au bon moment, des compétences qui lui sont reconnues, soit des compétences d'écoute, soit des compétences techniques, lorsque c'est de l'aide technique qui est demandée. La proximité de vécu peut aussi compter, c'est-à-dire des personnes dont on sait qu'ils ont vécu des choses difficiles sont des personnes avec lesquelles on va pouvoir en discuter. Et le ressenti de la personne aidée, c'est-à-dire la confiance qu'il accorde à la personne vers laquelle il va aller. Et du côté des personnes qui sont aidantes, quelles sont les caractéristiques qui ressortent fortes? Ce sont souvent des personnes qui ont de la considération pour autrui et puis qui se donnent de la légitimité à discuter des tensions, c'est-à-dire qui osent questionner les personnes lorsqu'ils sentent qu'elles ne vont pas bien. Si on poursuit encore, donc en fait, pardon, excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais du coup cette aide informelle, tout ça pour dire que cette aide informelle, elle est extrêmement présente sur les territoires, qu'en fait les aidants informels sont des aidants du quotidien, et ce sont des aidants qui sont en proximité directe avec les agriculteurs et les agricultrices. Un des grands enseignements en fait alors qui n'en est pas un, mais qui est évidemment un modéré, mais qui est quand même quelque chose qui va avoir des répercussions sur la suite, c'est que étant donné aujourd'hui le fait que la diminution de la population agricole dans les territoires ruraux, et bien en fait, ces aidants informels sont aussi fréquemment des amis qui sont en dehors du milieu agricole, ce qui est quelque chose qui peut interpeller parfois parce que il y a parfois une pensée un petit peu commune qui consiste à dire que pour comprendre les problèmes des gens, des agriculteurs, il faut être agriculteur soi-même. Et là, en fait, c'est quelque chose qui vient un petit peu à contre-courant de cette pensée-là. Si je poursuis, c'est relatif ici aux résultats venant de l'enquête qui a été portée chez les personnes qui ont eu un parcours de difficulté et avec une demande d'aide auprès de Solidarité Paysans. Ce que l'on retient, c'est que en fait, à chaque fois, la difficulté, qu'elle soit d'ordre économique, d'ordre familial, d'ordre personnel, c'est souvent une conjonction, comme je l'ai dit, des différents facteurs. C'est à chaque fois une conjonction de différents facteurs. Ça amène chez la personne qui est en difficulté une perte de confiance et un isolement. Et là, il y a deux configurations qui apparaissent. C'est un entourage qui n'assure plus d'aide, et donc la personne se retrouve esseulée, et ça l'amène à appeler à l'aide à une structure formelle. Et on a une autre configuration, c'est un entourage, un cercle aidant qui se restreint de plus en plus et qui s'isole avec l'aidé. Et donc, en fait, là, on peut avoir une demande d'aide qui vient de la personne qui a besoin d'aide, mais qui est fortement stimulée par son aidant, qui elle-même est en difficulté, en souffrance émotionnelle, parce que, en fait, finalement, elle vit la relation vis-à-vis de la personne aidée un peu comme un fardeau, comme une souffrance. Et donc, la question qui se pose ici, et je vais très vite, mais la vraie question qui se pose, c'est qui est réellement en demande d'aide dans ces moments-là, et à qui doit ou devrait s'adresser l'aide dans ces moments-là. Je ne vais pas aller plus loin, peut-être qu'on pourra en rediscuter plus tard. Et si je termine sur ces chantiers, du coup, sur ce chantier de recherche action sur la détection précoce, pour nous, en fait, ce chantier, et à partir aussi de la mise en discussion de ce travail-là sur le territoire, sur la commune de Pont-au-Mur, avec un atelier le soir, avec des personnes qui sont en situation d'être aidants informels, on se rend compte qu'il y a eu 3 propositions de chantier qui est émané de cet atelier avec eux. Le premier chantier, c'est qu'en fait, cette détection précoce et l'importance de l'aide informelle, puisque si elle existe, c'est justement qu'elle est informelle, que ça ne nécessite pas d'efforts particuliers pour y aller, de demandes particulières, ça ne nécessite pas de sortir de son lieu de vie. La première chose qui semblerait intéressante du point de vue des habitants de la ruralité, là, c'est de réinventer les liens en milieu rural. Il est aujourd'hui acté que le lien ne peut pas se faire que par le travail. Les chantiers communs, ils répondent à d'autres exigences qu'aux exigences de convivialité, parce qu'en fait, il y a une forme d'antagonisme entre technicité et rapidité des chantiers pour être très technique et convivialité, et que ça, aujourd'hui, c'est assumé. Et donc, globalement, même si parfois on peut le regretter, mais du coup, en fait, comment est-ce qu'on réinvente les liens en milieu rural? Comment on se donne le temps de prendre le temps? Et quels sont les lieux? Le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on s'autorise à comprendre ce que vivent nos proches?
Et donc, et comment est-ce qu'on se donne les moyens d'écouter et comment est-ce qu'on s'autorise aussi à ne pas aller questionner et comment est-ce qu'on vit avec une forme de culpabilité vis-à-vis de ça. Donc ça, il n'y a pas de réponse unanime à ces questions-là, puisqu'en fait, ça renvoie à ce que ressentent les personnes qui entourent les agriculteurs et agricultrices qu'ils sentent en tension et la façon dont ils osent aller vers eux. Et la troisième chose, c'est comment est-ce qu'on identifie les personnes compétentes pour prendre le relais. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la structuration du réseau formel d'aide, c'est quelque chose qui est assez connu, globalement connu chez les agriculteurs, parce que la communication autour de ces réseaux d'aide se fait, elle leur est beaucoup adressée, notamment à travers la presse professionnelle. Mais pour ce qui concerne les aidants informels, qui parfois s'isolent avec les personnes qu'ils aident, et qui sont de la ruralité, mais qui ne sont pas forcément du milieu agricole, ils n'ont pas connaissance des réseaux d'aide formels qui existent et qui peuvent prendre le relais. Et donc, en fait, ça questionne autour de comment est-ce qu'on communique, à travers quels médias on communique ces réseaux d'aide dits formels qui peuvent prendre le relais parce que qui peuvent prendre le relais lorsqu'une difficulté est exprimée. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que j'ai été assez clair. Merci beaucoup Xavier. Donc je vais arrêter le partage. Alors, je crois que dans la conversation, il y a eu des questions très pratico-pratiques sur le replay et la mise à disposition du diaporama. Donc comme pour toutes les post-travail, oui, il y aura un replay et vous pourrez accéder à une visionneuse qui vous permettra de revoir le diaporama. Donc nous avons une question qui a été posée, donc je vais demander à Monsieur Aubert d'allumer son micro et sa caméra s'il souhaite se l'adresser directement. Hop. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Vous m'entendez bien, c'est bon? On vous entend parfaitement. Super, merci. Merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Et du coup, surtout sur la première action, moi qui m'a beaucoup intéressé, parce que donc j'accompagne des agriculteurs en difficulté dans le Jura au sein de la Chambre d'agriculture. Très bien. Et j'adorerais pouvoir porter des projets plus sur le collectif, justement, des projets de groupe. Et la première question, c'était autour du financement de ces actions-là. Je veux pas te dire de bêtises, j'ai peut-être loupé l'information, mais est-ce que vous avez parlé du financement de ces groupes-là? Comment est-ce que c'était financé? Quels organismes étaient impliqués dans le financement? Je ne sais pas si vous voulez que je déroule un peu toutes mes questions et puis vous répondez tout à la fois. Allez-y, ouais. Aussi, une chose qui m'a interpellé, qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est est-ce que ça a été un facteur facilitant le fait que les agriculteurs qui faisaient partie de ces groupes-là étaient tous identifiés aussi entre eux comme étant des personnes, ils avaient ce facteur commun de vivre des situations difficiles. Et parce que moi je me dis ça peut peut-être être compliqué de rassembler des agriculteurs, certains qui sont en difficulté, d'autres qui ne le sont pas forcément, mais ça peut peut-être être facilitant si tout le monde sait que ok, je suis entouré de pairs qui vivent des difficultés comme moi, peut-être pas forcément les mêmes, mais et donc voilà, savoir si ça a été un facteur facilitant dans ces groupes-là. Ensuite, au niveau de l'autonomie politique, alors du coup j'ai cru, je pense, avoir peut-être la réponse à ma question dans votre présentation, mais peut-être si vous pouvez développer un petit peu. Moi, je travaille du coup aussi avec l'association Solidarité Paysan dans le Jura. Et c'est vrai que, notamment par exemple par rapport à la DNC, là, qu'on a eu dans le département, on a essayé d'organiser des groupes de parole, mais en se disant, politiquement, la Chambre est un peu plus identifiée quand même à FNSEA, Solidarité Paysan plutôt Confédération Paysanne, et ça a été une question un petit peu de se dire, est-ce que si on regroupe tout le monde, est-ce qu'on va froisser des sensibilités au niveau politique, voilà. Et puis vous avez parlé de livrables, qui voilà finalement les résultats un petit peu qui ont été rassemblés autour de livrables. Et je voulais savoir est-ce que c'est des livrables que vous derrière que vous diffusez ou est-ce qu'il y a un accès possible à ces livrables là?
Voilà. Merci. Merci à vous. Pour les financements, en fait, c'est ce que je disais, hein, ça a été financé par la Fondation de France. L'idée, en fait, c'était de pouvoir financer les journées des accompagnateurs salariés et l'intervention de la recherche. Et puis aussi, il me semble que après ça a à voir avec les conventions de chacune des associations, mais aussi pas le temps bénévole, mais les déplacements bénévoles étaient pris en charge. Donc en fait, c'est un financement, même si ça reste c'est un financement qui a donné du confort parce que ça permettait de travailler et que ce soit les moments de groupe, mais également les moments de réflexivité entre animateurs des différents groupes, ça permettait de travailler de manière financée. D'ailleurs, en fait, ces groupes, certains ont pu poursuivre et d'autres n'ont pas pu poursuivre faute de financement depuis la fin du projet. Et donc, il y a la volonté d'essayer de trouver des modalités pour les faire pour les poursuivre. La deuxième question, c'est autour de est-ce que ça a facilité le fait que l'ensemble des agriculteurs et agricultrices qui participent soient en difficulté? En fait, on n'a pas pu tester pour savoir si il était possible d'ouvrir le groupe à des agriculteurs qui n'étaient pas en difficulté ou si les agriculteurs en difficulté pouvaient rejoindre des agriculteurs de développement qui se regroupent autour d'autres thèmes. Donc en fait, ce que l'on peut dire jusqu'alors, c'est que ça a été un prérequis qui a été proposé par les personnes des associations et notamment par les bénévoles des associations pour pouvoir autoriser la confiance. On pense qu'on a eu raison à l'écoute des modalités d'expression de leur isolement et du niveau de considération que les agriculteurs en difficulté pensent avoir de la part de leur père, on pense qu'on a eu raison de le faire comme ça. Pourtant, aujourd'hui, dans ces groupes, c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin, il reste quelque chose de très important sur lequel on n'a pas réussi à aller, c'est autour de travailler sur le sens critique. C'est-à-dire que le groupe et donc c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien pouvoir poursuivre et qui nécessiterait probablement d'ouvrir le groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une forme de convergence autour de penser la difficulté, mais aussi parfois des convergences autour de la façon de penser le métier d'agriculteur, même s'il y a des nuances, hein, évidemment, et que pour pouvoir casser ces convergences et du coup, en fait, il faudrait avoir des personnes qui pensent un peu différemment, qui travaillent différemment, et donc des personnes qui s'autorisent, tout en ayant les mains dans l'agriculture aussi, en étant des acteurs productifs de l'agriculture, qui seraient plus pertinentes pour s'autoriser à questionner des pensées qui semblent aujourd'hui communes. Et voilà. Donc, on en est là. Voilà où on en est aujourd'hui. Sur la question de l'autonomie politique, moi je parlais pas de politique au sens la visée politique que je parlais, c'était pas une politique au sens des appartenances ou des accointances syndicales, et c'était pas non plus forcément une politique au sens un projet politique au sens de la façon dont on voit le monde et la façon dont on voit sa contribution au monde. Ici, lorsque je parle d'autonomie politique, c'est plus modeste, mais je pense que ça contribue. C'est comment est-ce que on voit sa contribution à un projet commun. Et ce projet commun, c'est le groupe. Et donc en fait, peut-être que on en fait trop, mais les personnes qui étaient en difficulté, déjà accorder du temps pour venir, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vouloir s'impliquer pour la vie du groupe, parce que le groupe devient un lieu qui a de l'intérêt pour eux, c'est assez significatif, il me semble. Et c'est pour ça qu'on parle d'autonomie politique. C'est finalement commencer à entretenir, à jardiner un lieu commun dans lequel il y a moyen de développer des choses avec d'autres, quoi. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que j'utilisais l'autonomie politique, c'est au sens de Castoriadis. Donc c'était pas au travers une visée, la visée du monde. En fait, d'ailleurs, dans les groupes, je l'ai pas dit, mais il y avait des agriculteurs, je pense, de différentes appartenances, j'en suis même sûr, étant donné les projets qui étaient développés. Et voilà, mais que ça n'a pas posé problème parce qu'en fait, l'idée, ça a été toujours de centrer sur la façon dont ils vivaient les choses sur leur ferme, quoi.
Et les livrables, ils sont disponibles sur le site internet de Solidarité Paysans en Auvergne. Il y a une page consacrée avec tous les liens pour que vous puissiez y aller. Donc il y a la synthèse du projet, il y a le PowerPoint, il y a des vidéos et il y a également un petit peu une fiche action sur les façons dont aujourd'hui les personnes qui ont animé ces groupes-là ont pris du recul pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à considérer lorsqu'on monte un groupe d'agriculteurs en difficulté. Merci Xavier. Alors, nous avons 3 Merci personnes qui ont beaucoup. adressé une question. Donc, vous pouvez ouvrir vos caméras et vos micros. Donc, on va d'abord donner la parole à Madame Rousseau, puis à Monsieur Delobe et nous terminerons avec Madame Agrard. Bonjour. Madame Rousseau. Oui, voilà, c'est le temps que ça s'allume. Bonjour, merci du coup pour cette présentation et ces travaux, c'était très intéressant. Ma question était peut-être un peu simple, mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait si les agriculteurs connaissent les collectifs vers lesquels ils peuvent se tourner pour avoir du soutien? Parce que c'est vrai que par dérive, on peut parler un peu des syndicats, de ces structures-là, mais c'est assez politique et je pense pas que tous les agriculteurs veuillent se mettre sous une bannière, mais est-ce qu'il existe un collectif plus neutre? Et est-ce qu'ils en ont connaissance? Et puis la deuxième question, c'était est-ce que les autres structures qui font de l'accompagnement agricole, alors c'est très très varié, mais est-ce qu'elles devraient en faire la promotion ou contribuer à leur donner de la visibilité? Voilà. Alors c'est une question qui se pose et la réponse on ne l'avait pas dans la mesure où comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement les structures sont assez connues par les agriculteurs. Globalement, elles sont connues. Alors, il y a encore des zones où des structures qui sont peu connues. Et ce qui ressort quand même beaucoup, c'est que quand on est en situation de difficulté, en fait, c'est encore la marche est encore plus haute la marche est haute pour prendre son téléphone et la marche est encore plus haute pour s'intéresser à la myriade de personnes qui pourraient vous venir en aide. Et donc, c'est une information qui est coûteuse à aller chercher. Face à cela, en fait, dans la restitution qu'on a faite de ce projet, on a essayé de réfléchir en atelier aussi avec les acteurs qui étaient présents sur comment rendre cette offre un peu plus claire et puis comment élargir le public à laquelle on adresse cette offre, c'est-à-dire en s'adressant aussi aux personnes de la ruralité qui sont pas forcément agriculteurs. Et comme vous le dites, et là-dessus on est complètement d'accord, c'est qu'en fait il y a une nécessité de dépasser la politisation des structures si on veut pouvoir rendre l'offre un peu plus lisible. Et pour ça, en fait, la question de qui est-ce qui structure cette offre, qui est-ce qui la met sur un papier, en fait, aujourd'hui, les choses qui ont fonctionné, c'est lorsque les collectivités territoriales les expériences qu'on a pu voir et qui ont fonctionné, c'est lorsque les collectivités territoriales prennent en charge justement la concertation et la mise sur le papier des différentes structures et qui peuvent être appelées en fonction des difficultés qui sont vécues par les personnes. Et parce que en fait, ce sont des personnes qui normalement ont qui sont moins impliquées, qui ont moins de conflits d'intérêts vis-à-vis du conseil apporté aux agriculteurs. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en effet, la question est extrêmement politisée, ce qui peut parfois empêcher, qui peut parfois entraver l'offre d'accompagnement. Enfin, la lisibilité de l'offre d'accompagnement. Je vous remercie. Merci Xavier. Monsieur Delobe. Oui, bonjour. Moi j'avais une question, c'était savoir s'il y avait une statistique sur les agriculteurs en difficulté. En fait, c'est principalement sur le côté jeunes installés ou non jeunes installés. Parce que, en fait, moi, ce que je me rends compte pour être installé et puis avoir vécu quelques soucis quand même, c'est qu'il y a une vraie problématique, en fait, quand on s'installe entre ce que le cédant imagine et ce que le repreneur imagine, ce qui entraîne derrière souvent des vraies catastrophes parce que des fois, c'est pas anticipé. Chacun est dans son couloir et imagine que les choses vont bien se passer. Et j'ai quand même pas mal de cas où je trouve que les choses sont pas bien passées du tout. Et pour moi, en fait, ce qui manque drastiquement, principalement chez les JA, en fait, c'est des psys à l'installation. C'est-à-dire que il y a un moment que, je sais pas si ça a été imaginé, mais que
qui ait une cellule psychologique qui puisse suivre un petit peu les installations pour réussir à savoir du cédant ce qu'il veut, du repreneur ce qu'il veut, pour essayer que les deux puissent se comprendre, parce que souvent dans ce milieu-là, qui est un milieu très taiseux, en fait, au bout d'un moment, la parole ne circule pas et à un moment, ça clash, quoi. Donc moi, clairement, c'est ce qui est arrivé, je pense pour beaucoup, ce qui est arrivé en intrafamilial ou extrafamilial. Et moi, la question des psys dans les reprises, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place au niveau national, parce que ça éviterait bien en amont des catastrophes personnelles, à la fois chez les cédants et chez les repreneurs, quoi. Ouais. Merci pour votre question. Bon, elle n'est pas simple, hein. Il n'y a pas de réponse claire et unanime là-dessus. Alors, globalement, quand même, les statistiques, elles renvoient quand même à une difficulté principale. C'est quoi la difficulté? Parce qu'en fait, la difficulté dont vous parlez, c'est pas forcément une difficulté économique. La difficulté économique, elle est documentée et elle peut être suivie de manière statistique. Le mal-être, il n'est pas forcément documenté parce qu'il est souvent tu. Et donc, ce qu'on pourrait simplement dire, c'est quelles sont les personnes qui font appel à des structures parce qu'ils se sentent mal. Et là, potentiellement, il pourrait y avoir des stats. Malheureusement, ce qu'on voit, et je suis d'accord avec vous, ce que l'on voit dans les appels aux associations et puis aux structures, c'est que en fait, il y a les considérations d'âge, il y a de tous les âges, que les côtés récents ou anciens de l'installation, il y en a également. Il y a des individuels, des collectifs, des bio, des non bio, et donc en fait la difficulté, elle est présente un peu partout. Alors il y a des facteurs structurels qui ont été beaucoup analysés, qui contribuent à ces difficultés. Le fait que déjà ce soit une pression qui soit une profession sous tension du fait des prix et du coup qui offre peu de marge de manœuvre, qui offre très peu de droit à l'erreur, ça joue au fait de la difficulté, mais c'est pas uniquement ça, quoi. Il y a aussi le côté patrimonial, enfin tout ce que vous avez dit dans votre témoignage, on le retrouve, quoi. Donc voilà. Après, en fait, la question de comment est-ce qu'on travaille ça à l'installation. Là, en fait, je pense que Sophie serait plus en capacité de répondre de manière plus complète à ce que je vais dire là, mais il y a de plus en plus de préoccupations pour introduire cette question de l'activité de travail. Ça va être quoi être la réalité du travail? C'est quoi le vécu auprès des personnes qui vont s'installer? Par contre, c'est introduire cette question du travail, de l'activité vécue, de l'activité réelle aux personnes qui vont s'installer, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour deux raisons. Parce que la jeunesse et l'expérience, en fait, c'est pas toujours, c'est souvent antagoniste. C'est-à-dire que on demande à des personnes d'essayer de se projeter dans l'expérience de la vie alors qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas cette expérience-là et qu'ils ont la fougue et qu'on a aussi besoin de la fougue pour s'installer. Je sais pas, je suis pas en train d'essayer d'excuser, mais voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que le moment a du mal à être propice pour poser ça, pour poser le doute. Le doute, on voit, il y a plein de situations où les personnes qui accompagnent sont dans le doute. Elles sont très très mal en disant j'accompagne des installations et je le vois mal tellement, mais en fait, la personne, si elle n'a pas cette fougue, elle ne va jamais s'installer aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut peser les facteurs. Et puis, donc ça, c'est le facteur principal, il est là. Et puis, il y a aussi le fait qu'au moment de l'installation, et là, les choses sont, moi, je trouve qu'elles sont en train d'évoluer très positivement. L'installation, elle est souvent beaucoup pensée sur le plan technique et économique, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de penser une installation viable. Et on voit quand même de plus en plus apparaître dans les différentes structures d'accompagnement agricole la question de savoir comment est-ce qu'on rend aussi cette installation vivable. Mais le chantier est vaste, parce que comme vous le dites, et comme j'essayais de vous le dire, c'est un moment de la vie où si on laisse de la place au doute, est-ce que finalement on s'installe et en même temps, comment on amène les gens à réfléchir sur le fait qu'ils ont 25 ans, qu'ils vont s'engager sur du financement sur au moins 15 ans, et que dans ces 15 ans-là, il est probable que ce soit le moment où ils vont réaliser leur vie d'homme et de femme aussi, et qu'il faudra laisser de la place et du temps pour ça. Et là, en fait, on travaille, il y a plein de méthodes. Moi, je trouve en ce moment qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place avec les personnes qui accompagnent l'installation, parce qu'il faut bien voir que la majorité des gens qui accompagnent l'installation sont très préoccupés par ces questions. Et puis aussi par les profs en lycée agricole, quoi. Donc je dis pas qu'on va tout solutionner, mais en fait, moi je trouve qu'il y a quand même un gros questionnement autour de ça. Ok. Merci. Merci Xavier. On va prendre la dernière question, Madame Agrare. Oui,
Oui, bonjour. Moi, je me demandais ce qui avait motivé à choisir des groupes qui étaient uniquement avec des agriculteurs en difficulté. Est-ce que la question de la confiance qui s'est mis en place progressivement dans les groupes aurait été peut-être différente si c'était des groupes plus mixtes, on va dire? Et aussi en lien avec le sens critique que vous abordiez, vous disiez que l'idée c'était éventuellement d'ouvrir à des agriculteurs qui n'étaient pas en difficulté pour apporter d'autres pensées et d'autres idées. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont, enfin, que vous avez en tête, qui pourraient permettre aux agriculteurs en difficulté de se questionner différemment? Et est-ce que ce travail est déjà engagé? Ouais, merci. Alors sur la mixité ou pas mixité par rapport à la confiance. En fait, là, en fait, ça a été un choix qui a été fait en concertation avec les associations. Est-ce que ça se serait passé différemment dans des groupes dans lesquels il y avait eu une mixité, c'est-à-dire avec des agriculteurs qui étaient pas forcément en difficulté? Nous, on est parti de l'idée que la marche était beaucoup plus haute pour les gens qui avaient exprimé une demande d'aide, qui avaient clairement exprimé l'idée qu'ils étaient pas bien, et que la marche était beaucoup plus haute pour eux d'aller dans un collectif que d'autres agriculteurs pour lesquels il y a beaucoup d'offres de collectifs qui se font autour d'eux aussi et qui font le choix ou pas d'y aller. Voilà, donc c'est pour ça que on a décidé de réserver ça aux agriculteurs en difficulté dans un premier temps. Est-ce que la mixité aurait permis d'aller plus vers une forme de confiance? C'est difficile de le dire parce qu'en fait, la construction d'un collectif humain, elle dépend de plein de choses. Et je pense qu'en fait, a posteriori, je pense qu'en mixité, le groupe aurait également pu fonctionner, mais il y avait des conditions pour cette mixité. Il y aurait eu des conditions pour penser cette mixité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu une ou deux réunions qui ont eu lieu chez des agriculteurs qui étaient dans des groupes de développement autres, mais qui avaient une vision de l'agriculture assez minimaliste sur le plan matériel et qui du coup, sur le plan de la façon de présenter leurs fermes, etc., avaient des fermes qui étaient pas euh, qui étaient matériellement modestes et qui du coup ne, avec lesquels il a été facile en fait pour les agriculteurs en difficulté de discuter. Je ne sais pas si je suis très clair, mais Ouais. on pourrait en discuter. Après, sur d'autres idées, le décalage, avec l'idée d'ouvrir à des personnes qui pensent différemment, moi je suis d'accord avec vous qu'on a d'autres pistes, mais que pour l'instant, en fait, et d'ailleurs, en fait, il y a d'autres pistes et il y a des animateurs, animatrices qui auraient envie de privilégier d'autres pistes. C'est de le faire en décalant l'objet sur lequel on discute. C'est-à-dire amener les agriculteurs non plus à penser différemment dans l'agriculture, mais à penser sur un autre objet pour ouvrir d'autres façons de penser, par exemple des objets culturels ou autre chose, des ateliers sur lesquels on fait autre chose, pour s'autoriser à penser autrement et à essayer d'ouvrir des perspectives. Donc ça fait partie des choses qui pourront être testées, mais pour l'instant, il faut qu'on trouve, enfin, il y a quand même la nécessité de pouvoir isoler du temps et le financer, quoi. Ok. Et de tester sur un autre objet pour revenir ensuite sur l'objet agricole. C'est Alors, ça? le Une deuxième tester question. avec les groupes d'agriculteurs, leur proposer de travailler sur d'autres objets, d'autres projets. Alors, ça a déjà été testé, hein, notamment à travers le théâtre. Pas dans ces groupes-là, mais dans les associations, ça a déjà été testé à travers le théâtre. Mais oui, oui, ce serait ça, ouais. C'est-à-dire s'autoriser à penser à autre chose, à penser différemment et à penser à autre chose, mais sur autre chose que l'agriculture, et ensuite animer une démarche pour voir en quoi est-ce que ça les autorise à penser un peu différemment sur leur ferme. Ok.